Grâce aux outils numériques, le monde de la connaissance est à portée de clic. C'est ce que nous avons vu finalement avec le témoignage de Vincent Levavasseur. Grâce aux outils numériques, tous les agriculteurs, potentiellement, peuvent également échanger, discuter de leurs techniques agricoles, quelle que soit la zone, le territoire sur lequel ils sont. Donc les outils numériques permettent tout cela. Mais en pratique, comment cela se passe-t-il? Est-ce que ça se passe bien comme ça? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Dans un premier temps de la table ronde, nous allons donner la parole à d'autres porteurs d'initiatives et de projets et de nouvelles d'autres plateformes qui vont nous les présenter pour voir un peu ce qu'elles sont capables de faire. Et puis, dans un deuxième temps, nous débattrons sur ce que produisent finalement ces nouveaux outils numériques. Est-ce que les collectifs agricoles sont modifiés? Est-ce que le rôle des conseillers agricoles est modifié? Est-ce que la frontière entre agriculteurs professionnels et amateurs est plus perméable qu'avant? Et puis, de façon très concrète, quelles sont les évolutions des pratiques que l'on a pu observer grâce aux outils qui nous seront présentés. Alors, pour débattre avec nous 5 intervenants, je vais commencer par Anne Berville. Anne, vous êtes animatrice, ingénieure du CETA 35, le CETA d'Ille-et-Vilaine en Bretagne. C'est un CETA, vous nous le présenterez tout à l'heure, c'est un CETA qui comporte 550 adhérents environ et qui utilise les réseaux sociaux dans la vie de tous les jours. Vous nous expliquerez comment. Baptiste Letocard, vous êtes le cofondateur d'une petite start-up qui s'appelle Farmer, avec un petit jeu de mots parce qu'il n'y a pas de E à Farmer. Votre plateforme est une plateforme d'échange entre agriculteurs, échange de pratiques, mais autres échanges également, où que l'on soit sur le territoire français. Loïc Nebout, vous êtes étudiant à l'ESA, vous êtes étudiant en 3e année en alternance, et vous êtes curieux de tout, j'allais dire, et vous êtes un utilisateur intéressé de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour satisfaire votre curiosité et répondre à vos questions. Vous nous expliquerez comment et pourquoi tout à l'heure. Et donc, je renouvelle notre accueil pour Vincent Levavasseur qui est avec nous et Patrice Flichy qui sera lui aussi un peu notre grand témoin de la table ronde, c'est-à-dire que je lui passerai la parole à la fin de chaque partie. Alors, je vous rappelle un peu comme tout à l'heure que vous pouvez intervenir, vous pouvez poser des questions. Vous avez le chat de la chaîne YouTube qui est sur votre droite, qui est à votre disposition, et toutes les questions seront récupérées, lues, synthétisées par Swazik Di Bianco tout à l'heure, et elle les posera à tous nos intervenants. Alors peut-être, pour commencer, je vais proposer à Loïc finalement de nous dire, avant qu'on parte sur les plateformes, les outils, commençons d'abord par qu'est-ce qu'on a envie de trouver sur Internet. Loïc, en 2 mots, peut-être votre parcours. C'est bon, Loïc? Vous m'entendez? Ah, Loïc ne m'entend pas. Oui, donc moi je suis étudiant à l'ESA, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Attendez, on va peut-être arrêter. Oui, je vous entends, oui. Oui, parce que nous, je vous entends. Pas très bien. Oui, c'est bon. Alors, il y a un petit problème de réseau. Je vous propose, on va revenir à vous tout à l'heure. On essaye de régler ce petit problème de réseau, Loïc, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'on vous voit très bien, mais on ne vous entend pas très très bien. Je vous propose de regarder avec les techniciens comment ça se passe et puis je reviens vers vous tout à l'heure, d'accord? Oui. Alors, on va peut-être passer à Anne Berville, peut-être. Donc, un mot d'abord sur l'organisation du CETA. Donc, je disais un CETA de 550 agriculteurs. Il n'y a pas des CETA partout en France. Donc, c'est une organisation qui peut-être n'est pas connue de tout le monde. Vous pouvez peut-être nous le présenter en termes d'organisation. Très bien. Donc, oui, il y a 550 adhérents environ au CETA 35. Donc, CETA 35 parce que ces adhérents sont répartis sur le département Ille-et-Vilaine et aussi quelques débordent un petit peu sur les départements limitrophes.
Sur l'organisation, on est organisé il y a plus de 45 groupes en fait qui regroupent tous ces 500 adhérents. Il y a 45 groupes à peu près. Ces groupes sont plutôt locaux, avec une thématique particulière par production, c'est-à-dire qu'on a des groupes qui sont plutôt éleveurs laitiers, des groupes qui sont plutôt culture de vente et des groupes qui sont plutôt autour d'élevage de porc. Mais toujours à l'échelle d'un territoire, hein, c'est bien ça? Oui, à l'échelle d'un territoire. Ensuite, en plus de ces groupes-là, on a des groupes qui commencent à se détacher un petit peu, des groupes un peu plus spécialisés, on va dire comme ce que Vincent a pu témoigner tout à l'heure sur des groupes un peu plus thématiques qui se regroupent autour, par exemple, robots de traite, génisses ou numérique aussi. D'accord. On va y revenir justement sur ce dernier groupe. Une des particularités du CETA, peut-être pour que les gens comprennent bien comment ça se passe, c'est que les adhérents embauchent directement des ingénieurs animateurs. C'est bien ça? C'est ça. En fait, les CETA sont des réseaux complètement indépendants. Et donc, sur l'historique, au début, ils étaient uniquement entre agriculteurs et se sont émancipés et ont voulu embaucher leurs propres ingénieurs pour développer leurs connaissances et les aider dans l'accompagnement de leurs projets. Et vous êtes combien, par exemple, de salariés dans le CETA 35? On est 17 à peu près salariés et quelquefois, on a des apprentis en plus ou des stagiaires qui viennent nous donner des coups de main sur les expérimentations ou des sujets particuliers. 17 salariés directement par les agriculteurs. C'est ça. Et votre rôle, en tant que, alors, d'une façon générale, hein? D'une façon générale, notre rôle au niveau du CETA, c'est plutôt un rôle de formation et d'accompagnement des agriculteurs autour d'une démarche de progrès. On est pas mal centré sur l'aspect technico-économique pour essayer qu'ils vivent mieux leur métier, que ce soit au niveau financier comme au niveau humain et aussi dans la réalisation de l'évolution de leurs exploitations dans la trajectoire qu'ils souhaitent eux-mêmes. On peut avoir des conventionnels comme des agriculteurs en agriculture biologique ou aussi des agriculteurs qui s'intéressent au sol vivant, comme j'ai entendu tout à l'heure. Oui, donc il n'y a pas d'homogénéité dans les modes de production. Non, tous les modes de production sont représentés au niveau du CETA, du plus intensif à l'extensif à l'agriculture biologique. D'accord. Et donc, depuis quelques années, vous utilisez les réseaux sociaux dans l'organisation, dans le travail du CETA. Est-ce que vous pouvez d'abord, peut-être dans un premier temps, nous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau local? Oui, alors au niveau local, dans les groupes, on a mis depuis 2 ans déjà la mise en place de groupes WhatsApp. Donc ça reste quelque chose d'un réseau social qui peut être fermé, mais qui est au service de chaque groupe local pour permettre d'échanger entre les réunions qui sont ponctuelles, on va dire, pour simplifier une fois par mois. Donc, entre ces réunions, ils peuvent échanger ou continuer le sujet de discussion via ce groupe WhatsApp. Et alors, comment ça se passe? Est-ce que ce sont des groupes actifs? Est-ce que chaque groupe fonctionne? Voilà, comment et de quoi parle-t-il? Tout à fait, oui, c'est comme un peu tous les groupes d'agriculteurs. Il y a des groupes qui sont plus actifs que d'autres. Il y a des groupes où il y a beaucoup plus de liens entre les agriculteurs que d'autres. On essaye de garder, tout en dynamisant, nous, animateurs, le groupe WhatsApp et le groupe dans la réalité aussi lors des réunions. Chaque groupe a sa typicité. Il y a des groupes où il y a beaucoup plus d'activité sur le groupe WhatsApp qu'habituellement parce qu'ils ont pris en main l'outil ou parce qu'ils ont plus d'affinité envers ce type d'échange-là. Et il y a d'autres groupes qui sont un peu plus sporadiques sur l'utilisation du groupe WhatsApp, mais qui l'utilisent quand même de temps en temps. Et tous les adhérents jouent le jeu, sont sur le groupe, ou est-ce qu'ils... Non, alors c'est comme dans la population normale, parfois il y a une petite fracture au niveau numérique. On voit qu'il y a des agriculteurs qui ont tout de suite accroché dedans. Il y a des agriculteurs qui ont mis un peu plus de temps et se sont dit, bah tiens, finalement, ça me permet des choses que je n'avais pas entrevues. Donc, qui se sont mis et qui ont raccroché le wagon. Il y a des agriculteurs qui n'ont pas de smartphone et donc du coup n'ont pas accès à ce genre d'outils. On essaye de toujours les avoir en lien et de les raccrocher et d'essayer de les faire évoluer aussi avec le monde qui les entoure et de les pousser à utiliser aussi ce genre d'outils. Parce qu'à partir du moment où une majorité d'agriculteurs localement sont dans le groupe, j'imagine que ça incite tout le monde à y aller pour ne pas se sentir à côté finalement. Oui, bien sûr. Après, c'est un peu notre credo. On essaye de toujours les accompagner vers du mieux. Et donc, si ces outils montrent et ont montré qu'apportent une plus-value aux agriculteurs dans leur quotidien, alors à nous aussi de promouvoir un petit peu. Ça marche bien dans ce groupe-là, on le ramène et on le montre à un autre groupe. Regardez tout ce qu'ils ont échangé, ce que ça peut apporter. Et du coup, ça fait un peu boule de neige. On sert du réseau aussi pour faire monter tous les agriculteurs petit à petit, chacun à leur rythme, évidemment, malgré tout. Alors ça, c'était par rapport aux groupes locaux et vous nous disiez juste en introduction que vous êtes en train de mettre en place des groupes plus thématiques depuis un moment, notamment un groupe outils numériques. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce petit groupe? À quoi il sert? Comment il travaille? Et qu'est-ce qu'il observe?
Alors, ce petit groupe, il a été monté parce que les outils numériques autour de nous, comme on a pu entendre Farmer ou d'autres outils, sont en train d'évoluer et sont proposés aux agriculteurs maintenant sur le terrain. Il y a eu la volonté au sein des agriculteurs les plus connectés, on va dire, du CETA, de se dire, nous, on va essayer de défricher le terrain, essayer de tester tous ces outils et d'en faire un peu une synthèse, d'explorer, de voir comment ça marche, etc. Donc, ce petit groupe d'agriculteurs, on a appelé CETA-agriculteurs, travaille sur ce projet autour du numérique, défriche un peu pour les autres membres du réseau, en fait, tous ces outils-là. Et ce groupe d'agriculteurs utilise un outil différent, utilise Amiculteur, qui est une appli qui est en développement, il me semble qu'il a fait partie des agropics qui sont en jeu aujourd'hui. On ne vous entend pas bien, mais… Pardon. Du coup, ce petit groupe numérique utilise l'outil Amiculteur pour gérer ces différents projets et échanger sur tous ces outils de façon un peu plus séparée, ce que permet cette application. Et alors concrètement, par exemple, ils ont analysé quelles applications et quel outil d'aide à la décision, par exemple? Alors, ils ont pu utiliser… alors, c'est pas moi qui suis le projet, donc je serais peut-être un peu plus limitée sur, on va dire, la précision des données, mais ils ont défriché des outils comme la gestion de troupeaux, échangé sur tout ce qui est à disposition des agriculteurs. Donc, par exemple, ils ont un sous-groupe dans une activité dans l'agriculteur qui leur permet d'échanger sur ces outils de gestion de troupeaux. Donc, ils ont regardé les outils de gestion de troupeaux proposés par différents fournisseurs et ont pu statuer et donner un peu leur avis sur les différents outils. D'accord. Et justement, cette plateforme que vous utilisez, Amiculteur, qui est en plus finalement de tous les autres outils, puisque c'est le moyen de discuter au sein de ce truc-là, ça marche bien et les gens en sont satisfaits? Alors, sur cet outil-là, en fait, on s'est rendu compte que c'est un outil en plus de ceux qui existent déjà. Et donc, c'est là qu'on doit encore progresser pour la prise en main par les agriculteurs. Et notamment, même si c'est des agriculteurs, on va dire, très connectés, ça reste un outil en plus de ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser, comme WhatsApp ou Facebook, dans leur cadre privé. Et donc, on se rend compte que là, il y a quelques freins, des fois, à utiliser un nouvel outil. Et cet outil-là, il fonctionne très bien à des moments, mais ça peut être encore plus sporadique, on va dire, que certains groupes WhatsApp. D'accord, et on verra tout à l'heure ce que ça produit en termes d'échanges et de liens. Loïc, est-ce qu'on peut essayer de se reconnecter avec vous? Vous nous entendez bien, c'est bon? Oui, c'est bon, oui. Excusez-moi, ouais, ça devrait être mieux comme ça. Parfait. Alors, je vous demandais au tout début peut-être de nous donner votre parcours un petit peu pour qu'on comprenne qui vous êtes. Oui, donc moi, comme vous le disiez, je suis étudiant à l'ESA, donc c'est depuis cette année en apprentissage. Donc je suis pas issu du milieu agricole, mes parents ne sont pas de ce milieu-là, mes grands-parents l'ont été. Et donc moi, à terme, mon projet serait de m'installer sur une exploitation agricole, sans doute en Bretagne. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Et vous êtes en alternance actuellement? Oui, c'est ça. Donc je suis en alternance dans un réseau d'ETA, donc dans le centre du Morbihan, qui s'appelle Réseau Cléo. ETA, c'est donc les entrepreneurs de travaux agricoles, pour ceux. Exactement, ouais, c'est ça. Sur l'entreprise, donc sur l'ETA, bon, voilà, je suis sur le site de cette ETA-là. Et donc, vous passez pas mal de temps sur les réseaux sociaux, Loïc? Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Donc, ça fait un petit moment quand même que j'y traîne. J'ai commencé depuis tout petit, notamment avec YouTube, que j'utilise encore beaucoup aujourd'hui. Ça m'a permis de découvrir un petit peu le matériel agricole parce que c'était ça qui m'attirait et qui m'attire toujours dans le milieu agricole. Voilà. Je regarde plusieurs types de vidéos aujourd'hui. On va dire des vidéos plus autour du matériel, le fonctionnement, les vidéos commerciales, des présentations, des avis. C'est parce que vous êtes un fan de matériel et de… Oui, exactement, ouais, c'est ça. Comme beaucoup, ouais, j'aime beaucoup ça, donc c'est pour ça que je passe pas mal de temps à regarder. Voilà. Et depuis quelques années, quand même, on a vu l'apparition des agri-youtubeurs qui aujourd'hui montrent leur quotidien. Et ça que j'aime beaucoup parce que ça me permet, moi qui suis, on va dire, un petit peu extérieur au milieu agricole, d'avoir une connexion avec les agriculteurs qui est beaucoup plus simple qu'avant parce que c'est pas forcément facile d'aller voir un agriculteur pour savoir comment il fonctionne. Là, juste à travers leurs vidéos, on peut savoir un petit peu comment ça se passe dans une exploitation, ce qu'ils sont amenés à faire au cours de l'année. Et donc voilà, et que ce soit en France ou à l'international, il y a beaucoup de youtubeurs américains qui montrent leur quotidien d'agriculteur. Donc c'est ça. Parce que vous ne regardez pas que des vidéos en France? Non, en France, non. C'est la grande majorité quand même en français, mais j'en regarde quelques Américains, ouais, que j'aime bien. Ça permet d'avoir une petite ouverture à l'international quand c'est un peu compliqué de pouvoir se déplacer. Vous connaissiez Étienne que nous avons vu ce matin? Oui, bien sûr, ouais, ce Étienne que je suis déjà depuis, je pense, ouais, au moins un an, ouais. C'est ça. C'est vrai que c'est moins les vidéos. Ce sont des vidéos que je regarde un peu moins parce que lui est beaucoup plus centré sur l'élevage.
mais j'aime bien avoir un petit peu quand même son avis là-dessus. Il a des points de vue qui sont intéressants et puis il est très pédagogue dans la manière d'aborder certains sujets. C'est ça que j'aime bien. Ouais. Et sur les techniques agricoles, est-ce que vous apprenez des choses? Est-ce que ça vous intéresse maintenant? Parce que vous dites que mon point de départ, c'était les machines, mais est-ce que vous vous intéressez aussi à ce qui se passe comme technique, comme manière de cultiver, par exemple? Oui, bien sûr. De par les vidéos de matériel, on a des explications aussi comment il fonctionne et de quelle manière il travaille le sol. Mais il y a aussi des vidéos techniques qui sont apparues depuis, on va dire, quelques années quand même, notamment avec les chaînes sur YouTube, la chaîne de Vers de Terre Production que je suis, sur le développement de l'agriculture de conservation des sols, comment est-ce que cela fonctionne, comment est-ce que les agriculteurs gèrent cette nouvelle manière de faire sur leur exploitation. Et c'est le genre de vidéo que je regarde, ouais, c'est ça. Est-ce que, donc vous nous parlez beaucoup de YouTube, est-ce que vous êtes également présent sur d'autres réseaux sociaux? Oui, bien sûr. YouTube, c'est celui que je regarde le plus parce que je trouve que c'est celui qui est le plus facile, le plus ludique. Parce que les vidéos, c'est toujours un peu plus simple que de lire des fois. Donc voilà. Et bien sûr, mais je regarde Facebook et Instagram que j'utilise moins pour regarder l'agriculture. Facebook l'utilise plus pour pouvoir suivre les nouveautés dans le machinisme ou dans l'agriculture via les sites d'actu comme Entraide ou Matériel Agricole, Farm Connexion ou Ternet. Et après, Instagram, je pense que c'est plus un réseau social qui permet de s'intéresser à une personnalité, comme par exemple Étienne Fourmont que je suis. Et là, bon, on s'intéresse plus vraiment à qui il est, et parce qu'il a en plus une personnalité qui est assez drôle. Il fait beaucoup de blagues sur ce qu'il met sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est plus ça qu'on va chercher sur ce type de réseau-là. D'accord. Est-ce que vous sentez, vous pensez que les réseaux sociaux, est-ce que vous y voyez, est-ce que vous y trouvez, vont influencer votre projet d'avenir qui est quand même de vous installer, je crois que c'est de vous installer en grande culture, hein, c'est ce que vous avez. Ouais, c'est ça, oui. C'est votre projet. Hein. Ouais, soit en grande culture, soit en culture légumière. Mais en tout cas, ce sera dans la production végétale, ça c'est sûr et certain, je pense. Et est-ce que les réseaux sociaux pourraient influencer votre choix de technique? C'est possible parce que le fait que je regarde beaucoup de vidéos et surtout des choses très diverses, que ce soit des systèmes intensifs américains assez simplifiés ou d'autres systèmes en France en agriculture biologique, comme par exemple peut le montrer Gaël Blard dans ses vidéos, ça permet, je pense, d'avoir déjà un certain point de vue sur ces techniques-là. Je pourrais pas dire exactement ce que je ferai d'ici quelques années parce qu'il faudra voir en fonction du contexte, de ce qui pourra se vendre et de mon point de vue comment ça a évolué. Mais au moins, ça me permet d'avoir déjà différents points de vue, différents avis, les avantages et les inconvénients de certaines techniques. Et en plus, le fait justement de ne pas avoir des parents qui sont agriculteurs, ça permet de ne pas me fermer ou du moins avoir déjà une idée de ce que je veux faire. Ouverture. Voilà, une certaine ouverture. Voilà. Merci beaucoup, Loïc. On se retrouve à la fin de la table ronde tout à l'heure pour votre analyse et votre avis. Baptiste Letocard, donc vous avez créé une plateforme d'échange qui s'appelle Farmer. Quel est le point de départ un petit peu de cette plateforme? Alors l'objectif de Farmer, c'est de permettre aux agriculteurs de se connecter entre eux en fonction de leur spécificité métier et vraiment dans toute la France. Et l'objectif est de les aider à échanger sur leurs problématiques. Et donc tout à l'heure, on a entendu Anne qui parlait de problématiques diverses, que ce soit sur du parcours technique, mais que ce soit sur le fait d'échanger vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis des changements qui doivent s'appliquer, etc. Enfin, tout ça pour échanger entre agriculteurs et se poser des questions entre agriculteurs. Et quel est le concept, enfin comment ça fonctionne quand on... Alors c'est complètement un réseau social. L'objectif est que les agriculteurs se connectent, s'identifient dans leur exploitation agricole et puis ensuite puissent s'ajouter entre amis. On accède à une carte. On a accès à tous les agriculteurs de la plateforme en fonction de leur spécificité métier. Et donc, on peut ajouter tous les agriculteurs qui sont soit autour de nous, soit ailleurs en France et qui ont les mêmes pratiques que nous pour échanger, encore une fois, que ce soit du matériel, si c'est proche, ou simplement de l'expérience s'ils sont à plus longue distance. Mais quand ils viennent sur la plateforme, il faut qu'ils s'identifient et qu'ils se qualifient en quelque sorte. Tout à fait. L'intérêt de la plateforme, c'est ça, c'est un réseau social professionnel. Il permet aux agriculteurs de s'inscrire dans leur exploitation et donc se qualifier en disant je travaille sur une exploitation céréalière avec telle surface, qui donne du coup par la suite de l'intérêt à ses propos sur la plateforme, parce que si je commence à échanger avec un autre agriculteur et que l'autre agriculteur a les moyens par les fonctionnalités de la plateforme d'aller vérifier, en tout cas de voir qu'il y a
une certaine expérience inscrite sur son profil, voilà, les échanges sont plus sains, sont plus clairs. Et d'une autre façon, sur la plateforme sur Farmer, l'objectif est que tout le monde soit identifié comme tel, c'est-à-dire comme agriculteur ou salarié agricole, portant son vrai nom, son vrai prénom, et identifié dans la bonne exploitation pour, encore une fois, rendre les échanges de qualité, quoi. Permettre les échanges de qualité. Et techniquement, comment les gens, justement, repèrent, parce que c'est pas parce qu'on est sur une même plateforme qu'on sait forcément que l'autre personne à l'autre bout de la France fait la chose qui m'intéresse. Donc, comment vous faites pour faire le lien? Alors, justement, là où on se différencie un petit peu des CETA, c'est que l'information sur Farmer, justement, elle est non compartimentée et accessible par toute la communauté, donc tous les agriculteurs en France. L'idée, c'est qu'on utilise un système qui existait déjà sur Twitter, le système du hashtag et du arrobase, qui permet le référencement du contenu et non compartimenté, en revanche, dans une plateforme fermée aux agriculteurs. D'accord. Et alors, vous avez combien d'agriculteurs qui vous ont rejoint sur la plateforme? Alors, on est tout jeune encore, on a lancé la plateforme il y a seulement 1 an. On a plus de 6000 agriculteurs, en revanche, qui nous ont déjà rejoints. Notre objectif est d'arriver à plus de 25 000 agriculteurs fin 2021. L'idée, c'est vraiment d'être le plus global possible, justement pour que ça serve à tout le monde, quoi. Et concrètement, quels sont les échanges qui ont commencé de se faire entre ces 6000 personnes? Alors, c'est des échanges au travers de différentes grandes thématiques. Ça peut être des thématiques vraiment de techniques culturelles. On a des ambassadeurs qui nous remontent l'information parce qu'on n'a pas accès au contenu directement. Mais nos ambassadeurs nous remontent l'information que certains découvrent de nouvelles techniques culturelles. Certains autres tentent des cultures qu'ils n'avaient jamais tentées, mais gagnent du temps grâce à l'échange d'expériences entre agriculteurs. Parfois aussi, on trouve des personnes qui échangent des bons procédés, comme l'utilisation d'un service ou d'un autre. Je pense ici tout de suite maintenant à Agricoli. On a un agriculteur qui travaille avec Agricoli et il a été prescripteur sur la plateforme à d'autres agriculteurs avec qui il échangeait. Voilà, l'idée, c'est de raccourcir la distance entre les personnes et tout ça de façon gratuite. Est-ce qu'il y a des potentialités qui pourraient évoluer demain? Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, notre objectif, c'est de digitaliser le cœur du réseau, que sont les agriculteurs, faciliter les échanges entre eux. Donc ça, c'est le travail qu'on fait aujourd'hui. L'objectif, c'est que demain, on arrive à digitaliser tous ces interlocuteurs également. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus qu'un seul point d'accès pour lui sur le digital, ce qui rend facile les échanges avec ses interlocuteurs, que ce soit, on a parlé tout à l'heure de conseillers, ou que ce soit ses fournisseurs. Enfin voilà, l'idée globale de Farmer, c'est de réussir à digitaliser l'environnement de l'agriculteur, que ça soit simple pour lui de travailler. C'est finalement tout simplement passer du physique au numérique et qu'il soit accompagné là-dedans, quoi. Merci beaucoup. Vincent, peut-être un petit mot supplémentaire. Bien sûr, vous n'allez pas représenter Vers de Terre Production et le maraîchage, puisque vous venez de le faire, mais il y a peut-être un point sur lequel vous n'avez pas beaucoup insisté tout à l'heure, c'est comment vous utilisez les autres réseaux sociaux pour alimenter les deux plateformes que vous avez développées. Alors, on utilise les réseaux sociaux, les autres, c'est surtout Facebook qu'on utilise. Facebook pour pouvoir publier des actualités, des événements à venir, des informations, des nouvelles vidéos. Donc on utilise Facebook pour pouvoir un peu tenir au courant notre communauté de ce qui se passe. On utilise l'autre réseau social qu'on utilise, c'est LinkedIn, pour pouvoir connecter. Par exemple, on travaille beaucoup en ce moment sur le lien entre collectivité et sol vivant, enfin essayer que les collectivités soient force de proposition via les plans alimentaires territoriaux ou d'autres dispositifs pour pouvoir s'engager vers l'installation, par exemple, de porteurs de projets en maraîchage, et aussi pour pouvoir co-construire des solutions, par exemple, comme le food scanner dont j'ai parlé tout à l'heure. On peut pas faire ça tout seul, et aujourd'hui, un réseau professionnel comme LinkedIn peut beaucoup apporter pour pouvoir mettre en relation des gens qui travaillent sur cette thématique. Oui, donc il y a une stratégie quand même un peu globale finalement avec les réseaux sociaux. C'est ça. Et puis c'est vrai qu'on l'utilise aussi pour faire du développement agricole. LinkedIn est intéressant. On peut
proposer ensemble, répondre à des appels d'offres collectifs pour pouvoir faire de la recherche et développement sur des sujets qui nous semblent les plus pertinents actuellement. Et c'est vrai que ces réseaux permettent de s'interconnecter et de mettre des gens qui ont des intérêts communs très rapidement ensemble. Merci beaucoup. Patrice Fléchy, peut-être un petit mot de conclusion de cette première partie qui montre différents outils. Donc vous voyez qu'il n'y en a pas qu'un. Chacun est porteur d'une idée qui elle-même a sa cohérence, son intérêt. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Alors, je crois qu'on nous a montré non seulement différents outils, mais différents usages de ces outils qui s'entremêlent. Ça, le premier point qui m'a frappé, si on prend l'exemple du CETA 35, on a des outils de coopération, mais qui peuvent parfois devenir des outils de formation. C'est également le cas dans l'expérience de Vers de Terre, et j'ai été frappé que, alors, outils de formation pour des agriculteurs, mais aussi outils de formation et d'information pour des jeunes, et l'expérience de Loïc qui était tout à fait passionnante, parce que finalement, il n'est pas vraiment issu du milieu agricole, si j'ai bien compris, donc il peut s'informer sur le monde agricole et d'une certaine façon préparer un peu son choix professionnel. Son projet. Ce qui est encore plus amusant, c'est qu'on a aussi ça dans l'intervention d'Étienne ce matin. Étienne, finalement, ce qu'il fait, si j'ai bien compris, c'est un petit peu un travail de présentation du travail agricole, mais il nous a dit à un moment, mes vidéos, j'ai découvert qu'elles servaient dans les classes des lycées agricoles. Donc, finalement, je crois que c'est une des caractéristiques du numérique. Ce qui est produit sur le numérique peut être utilisé de plusieurs façons. Deuxième interrogation ou réflexion, c'est un petit peu le modèle économique de tout cela qui est extrêmement différent. Si j'ai bien compris, dans CETA 35, on est dans un modèle qu'on pourrait appeler coopératif. Ce sont finalement les agriculteurs qui financent le CETA et le CETA décide de ses activités. Pour Farmer, on nous a dit que c'était gratuit. Se pose la question quand même de l'avenir de ce projet, comment il sera financé, est-ce qu'il sera financé en faisant payer, est-ce qu'il sera financé par la publicité, par exemple des producteurs de matériel agricole, ou je ne sais pas. Et puis dans le cas de Vincent Levavasseur, on est dans un projet, si j'ai bien compris, qui a à la fois un objectif économique, mais un objectif presque un peu militant, de soutenir de nouvelles formes d'agriculture, et peut-être aussi se pose la question des modèles de financement. Voilà les quelques remarques, mais je trouve ça tout à fait passionnant pour celui qui découvre ce monde. Bien, je vous propose pour l'instant de ne pas répondre directement à Patrice, parce que sur les modèles économiques, je suis sûr que vous auriez des choses à dire, mais vous le direz dans l'intervention qui suit ou dans les questions. Je voudrais à présent qu'on réfléchisse un petit peu à ce que produisent ces évolutions, quelles évolutions sont produites par ces outils numériques sur un certain nombre d'aspects. Le premier aspect sur lequel je voulais insister un peu, c'était sur la question des collectifs agricoles. Traditionnellement, les groupes d'agriculteurs, j'allais dire, c'est ce qui se passe dans le CETA 35 qui est un peu, qui reflète mieux peut-être ce qui se passe traditionnellement, c'est-à-dire que on a une organisation structurée localement, alors de quelque forme que ce soit, et avec des agriculteurs qui se connaissent sur un territoire. Alors, qu'est-ce que les réseaux sociaux changent sur cette question des collectifs d'agriculteurs? Alors, dans un premier temps, Anne, j'allais dire finalement chez vous, ça ne change rien, en tout cas au niveau local. C'est peut-être plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué, mais disons qu'il y a déjà du lien qui était régulier avec les agriculteurs. Et ce que ça change vraiment, c'est la rapidité et la réactivité des échanges. Avant, donc ça renforce le lien même finalement. Exactement, ça renforce le lien. Avant, il pouvait y avoir des échanges entre les agriculteurs qui se connaissaient mieux, qui avaient des affinités entre eux, entre deux agriculteurs d'un groupe. Ils s'envoyaient un message, ils s'appelaient pour échanger des prix, une génisse, le prix d'une génisse, voilà un bon coup à faire ou voilà une technique qu'ils ont essayé.
Et il fallait qu'ils attendent la réunion en fait d'après pour pouvoir diffuser au sein du groupe. Alors que là, ils peuvent tout de suite échanger sur ça. C'est beaucoup plus réactif et tout le groupe profite en un instant en fait de l'information. Donc, alors, ce que ça va permettre quand même aussi, c'est qu'à terme, vous souhaitez que ces groupes WhatsApp qui sont territorialisés, localisés, puissent aussi échanger entre eux. Oui, alors après, il faudra maîtriser tout ça. Pour l'instant, on n'a pas de projet vraiment défini. Disons qu'il y a des groupes peut-être sous-thématiques, en fait. Par exemple, tous les adhérents qui ont un robot de traite, voilà, on a essayé de leur proposer de voir s'ils pouvaient échanger donc entre eux. Alors, ils peuvent être du coup géographiquement beaucoup plus éloignés, mais ils se regroupent autour d'une thématique. Et avant, ils ne se connaissaient pas finalement, sauf si vous aviez des commissions. Alors, exactement. Ils ont pu se rencontrer dans des formations thématiques qu'on a pu proposer de façon moins régulière que les groupes. Dans l'année, mais ils ne se connaissaient pas du tout tous. Et alors que là, ils peuvent poser une question à l'ensemble des adhérents qui se trouvent autour de cette thématique. Et donc, c'est une nouvelle utilisation un peu de ça, donc de créer à la fois des échanges plus rapides entre les groupes, mais aussi de pouvoir créer des échanges intergroupes, on va dire. Intergroupes, c'est ça. Niveau, de mailler le réseau, finalement. C'est ça. Et donc, ça donne encore plus de force, on va dire, au réseau déjà existant. Vincent, peut-être pour vous... Vous avez des outils qui sont très ouverts, ce sont des plateformes nationales, se connecte qui veut. Est-ce que ces outils permettent la création de nouveaux collectifs ? C'est ce qu'on voit, je connais plutôt le maraîchage. Oui, allons-y. On voit sur le maraîchage des groupes qui émergent. Il y a des groupes, par exemple, Facebook qui émergent pour pouvoir se dire on veut créer quelque chose qui fédère dans la Vendée, qui fédère en Alsace, qui fédère, voilà. Et donc, Facebook, un groupe Facebook permet d'animer le début d'une aventure qui va peut-être derrière aboutir à des visites de ferme, peut-être des formations, peut-être une association qui va se structurer. Donc, ces groupes ouverts permettent l'émergence de nouveaux groupes très, très facilement. Oui, et dans les exemples que vous nous donnez, ce sont des groupes qui se reterritorialisent finalement. Mais c'est indispensable. On ne peut pas faire du développement agricole sans voir du terrain, sans rencontrer voilà ce qui se passe réellement en termes de technique. Et on sait que pour faire du développement, pour vendre des machines, pour pouvoir développer des itinéraires techniques adaptés à un contexte pédoclimatique, et ben c'est vraiment l'échelle locale qui est la plus appropriée. Et donc, on fera toujours cet aller-retour entre des outils internationaux et des outils finalement très, très localisés. Et tant mieux si on peut recréer du lien dans les campagnes grâce aux outils. Oui, ça veut donc dire que même dans votre exemple, qui est un exemple extrêmement large, et très réussi sur le plan de YouTube, par exemple, ce que vous nous avez dit, ça nécessite aussi des allers-retours avec le local et puis des choses finalement très concrètes. Vous avez parlé de visites de ferme, ça c'est pas virtuel, ça peut être virtuel, mais c'est aussi physique, si j'ai bien compris dans ce que vous dites. Est-ce qu'il y a d'autres événements également que vous organisez pour que ces gens qui ont une communauté de pensée et de vues qui s'expriment sur les réseaux sociaux puissent se retrouver physiquement? Et on a organisé en 2019 les rencontres internationales de la culture du vivant à Paris. On organise chaque année avec le réseau MSV les rencontres du réseau maraîchage sol vivant, où il y a toujours 300 personnes qui viennent, où c'est diffusé en direct sur YouTube en même temps, comme cet événement. On organise des événements aussi plus territorialisés, par exemple Paysagine Marciac, là dans le Gers, où tout le monde est invité aussi. On a organisé l'année dernière un événement, la journée des sols vivants en Normandie, pour pouvoir à la fois faire du lien entre agriculteurs, mais aussi faire du lien avec le grand public et montrer que ça bouge sur le territoire, qu'une autre agriculture est en train d'émerger sur le territoire et de le rendre concret pour les citoyens. Donc on aime beaucoup ce format présentiel qui aussi derrière est riche d'ateliers, d'échanges. Voilà. Et en agriculture, traditionnellement, le contact, la relation sont quelque chose d'extrêmement fort et important, essentiel. Tout à fait, tout à fait. Et très bien. Merci, on y reviendra tout à l'heure peut-être. Baptiste, vous aussi, vous avez un réseau qui est très, très ouvert, très global. Quels sont les liens qui se créent entre les agriculteurs? Est-ce que grâce à votre outil, vous sentez qu'il y a des petites communautés qui sont en train de se créer?
Oui, donc en fait, c'est comme le disait Anne tout à l'heure, les réseaux sociaux indéniablement accélèrent l'information. Mais nous, on a vraiment constaté surtout qu'elle diminuait les distances. On a noté un certain nombre d'enjeux qui étaient communs à l'ensemble des agriculteurs français, des enjeux climatiques, des enjeux géographiques, économiques, sociologiques. Et sur la plateforme aujourd'hui, en tout cas sur Farmer, on remarque que le premier point de contact entre les agriculteurs sont vis-à-vis de ces enjeux-là. Et ensuite, l'idée, c'est que chaque personne qui vient sur la plateforme pour essayer de trouver, si vous voulez, se voir présent dans cette communauté d'agriculteurs qui a ces mêmes problématiques. L'idée ensuite, c'est que chacun développe localement ou non son réseau professionnel autour de lui sur la plateforme. Des collectifs d'agriculteurs qui se recomposent, mais peut-être aussi de nouvelles relations entre les différents acteurs. Je pense notamment à la place des conseillers agricoles. Baptiste, je reste avec vous quelques instants. Traditionnellement, les groupes d'agriculteurs sont accompagnés par des conseillers agricoles. Vous, sur votre plateforme, vous avez fait un choix qui n'est pas celui-là. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. Alors, c'est un choix, finalement, c'est un choix dans une priorité, finalement. C'est une priorité pour nous. L'idée, c'était qu'on n'avait pas aujourd'hui la conscience assez large du secteur agricole pour digitaliser 100% du secteur directement. Donc, l'idée pour nous a été d'abord de créer une plateforme qui soit l'essence, finalement, qui sera l'essence du réseau de demain, et donc les agriculteurs. Les agriculteurs, depuis toujours, physiquement également, ont toujours échangé, ont toujours partagé gratuitement entre eux. Ils se retrouvaient dans les commerces localement pour échanger vis-à-vis de leurs pratiques, pour partager, pardon. Nous, ce qu'on a fait finalement, c'est simplement digitaliser tout ça. Ensuite, dans un second temps, bien sûr, on ne peut pas laisser les agriculteurs sans réponse quand il s'agit d'expertise, quand il s'agit de problématiques concrètes qui n'a pas été répondu ailleurs dans le secteur agricole par d'autres agriculteurs. Et donc, le futur de Farmer est de leur donner accès finalement à ces réponses-là également. Mais est-ce que dans la plateforme actuelle, est-ce que les agriculteurs, est-ce que chacun joue le rôle de je suis le sachant, aucun agriculteur le dira comme ça, mais c'est-à-dire un agriculteur sait, il partage ce qu'il sait, et puis à un autre moment, il sera plutôt celui qui écoute, et un autre, celui qui sait. Est-ce que ça fonctionne bien dans la plateforme ? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde contribue à la hauteur de vos espérances ? Alors, aujourd'hui, nous, c'est vraiment notre objectif. C'est que quelqu'un qui sait comprenne qu'il est sachant et qu'il puisse passer l'information. Aujourd'hui, franchement, ce n'est pas le cas. Et ni sur aucune autre plateforme ailleurs. Il y a toujours des gens qui viennent contribuer et des gens qui viennent apprendre. Et c'est exactement ce qu'on voit également sur YouTube quand un agriculteur partage son parcours technique. Il y a énormément de gens qui consultent et il y a une seule personne qui diffuse de l'information. L'idée pour nous, c'est essayer de faire renverser et basculer cet équilibre grâce à des outils, des fonctionnalités. Nous, notre objectif, c'est de mettre en avant aujourd'hui les agriculteurs qui savent, ça me gêne de parler comme ça, mais de mettre en avant ceux qui savent pour qu'il y ait du contenu intéressant, pour faire venir ceux qui veulent se renseigner. Mais notre objectif, effectivement, c'est que tout le monde soit à la même hauteur. C'est que mon réflexe, si je suis agriculteur, mon réflexe et j'ai un besoin, je me connecte sur Farmer, je peux poser ma question, peu importe si je suis un sachant ou si j'ai besoin d'aide, quoi. Merci. Vincent, vous, dans Vers de Terre Production, votre plateforme, c'est assez incroyable. On voit tout un tas de spécialistes qui font des conférences, parfois pendant 1 heure, 1 heure et demie. Le format, c'est pas un format court du tout, c'est un format vraiment de conférences de très haut niveau sur un certain nombre de sujets. Qu'est-ce que vous recherchez à travers cette mise en ligne de toute cette connaissance ? Et on cherche à réussir la mise en pratique réelle de l'agroécologie. Et pour réussir cette mise en œuvre, on sait que si on garde les connaissances pour soi, ça ne va pas fonctionner. Ce qu'on a souvent vu avec les agronomes avec qui on travaille maintenant depuis plusieurs années, c'est qu'au départ, on leur dit
on va filmer on va filmer vos connaissances, on va filmer une formation que vous faites, on va la diffuser. Et là, tout de suite, la réaction, c'est « Ah ben non, si je vais dire toute ma connaissance dans mes formations, je ne vais plus avoir de travail. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est tout l'inverse. C'est que quand on met une présentation de haute qualité sur YouTube, derrière, la personne est ultra sollicitée et beaucoup d'agriculteurs disent « Ah bah oui, j'ai besoin de service, j'ai besoin d'accompagnement. » Et du coup, ça accélère l'accompagnement et l'accompagnement et la mise en place de nouvelles pratiques chez les agriculteurs parce qu'ils voient... Ils ont déjà une partie de l'information et quand on fait une formation, on n'a plus besoin forcément de redire toutes les bases, toutes les acquis. On peut tout de suite aller dans le raisonnement, l'acquisition du raisonnement, la nuance, l'individualisation de l'accompagnement de chacun. Et donc, on gagne beaucoup, beaucoup de temps parce qu'on a des outils pour diffuser le message qui est toujours le même. Est-ce que ça ne change pas quand même la relation entre les agriculteurs et les conseillers historiques, chambres d'agriculture, coopératives, etc., puisque finalement, il y a un autre scientifique qui intervient directement. Ah ben, c'est une rupture très très forte dans le monde du développement agricole que d'apporter directement la connaissance aux agriculteurs et que l'agriculteur soit finalement lui-même maître de son apprentissage, de sa formation et qu'il ne soit pas dépendant de ce qui est disponible localement avec l'offre locale. Et donc, il y a de toute façon aujourd'hui une révolution à vivre dans le monde des techniciens. On n'a plus besoin de techniciens. On a surtout besoin d'animateurs, de gens qui sont capables de bien comprendre les besoins, peut-être aussi de coachs, voilà, et des rôles d'accompagnement individuel en sachant qu'il y a déjà une grande base qui est définie et c'est précieux d'aller vers ça parce qu'on sait qu'on va pouvoir faire une agriculture plus individualisée, adaptée à chaque contexte, qui respecte la diversité des possibilités pour atteindre un bon résultat avec une performance sur les 3 plans. Un petit mot quand même sur la question de la relation entre les professionnels et les amateurs. Je disais qu'on en parlerait un petit peu. C'est peut-être vous qui pouvez l'incarner le plus facilement parce que dans le maraîchage, on sait qu'il y a les maraîchers professionnels, bien sûr, mais il y a tout un tas j'allais dire, chaque Français est maraîcher dans l'âme, ou presque. Quelle est la relation? Qu'est-ce que ça change, le numérique, en termes de relation entre vous, les professionnels, et les gens qui sont des amateurs et qui peut-être suivent vos travaux également? Mais c'est encore un peu dur à sentir. Ce qu'on voit, c'est qu'on a fait 1 million de vues là, pendant le confinement. Donc, on sait que ce million de vues, il ne vient pas des agriculteurs uniquement. C'est impossible. Donc, il vient largement de tous les citoyens qui s'intéressent à ce sujet-là. Alors, ils sont peut-être encore minoritaires, mais il va falloir continuer à travailler ce lien et il va falloir être créatif pour avoir pouvoir montrer qu'est-ce qui se fait sur les fermes, pour donner envie d'acheter des produits qui ont du sens sur tous les plans, qui respectent l'environnement, qui respectent le temps de travail et qui permettent de payer dignement les agriculteurs et de peut-être recréer aussi cette connexion dont on a peut-être besoin dans une société qui est un peu complètement chamboulée en ce moment, en perte de sens, une reconnexion au vivant, au temps long, à ce qui doit durer, etc. Donc voilà. Anne, peut-être finalement vous êtes conseillère, animatrice, également ingénieure, animateur, je ne sais pas comment on va dire. Les conseillers sont toujours très présents. Vous êtes 17, vous le disiez, à l'échelle de 550 agriculteurs. Mais qu'est-ce que ça change quand même, les réseaux sociaux, dans votre métier de tous les jours? Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une évolution qui est en train de se faire, sans parler peut-être de la révolution dont nous parlait Vincent à l'instant? Alors oui, il y a une évolution. Après, je pense que justement, pour ne pas opposer les modèles, l'ancien, on va dire, qui est basé sur le système d'avant avec des formations, chambre d'agriculture, etc., et le nouveau par rapport à ce que nous présente Vincent, je pense que nous, conseillers, on doit se poser exactement comme le dit Vincent, en termes d'animateurs et de facilitateurs et d'objectiveurs, je ne sais pas si ça se dit, mais pour vraiment essayer d'utiliser en fait ce qui est sur les réseaux, être en veille, parce que les agriculteurs y ont accès, donc nous, on doit savoir aussi ce qui s'y passe, donc essayer d'être en veille sur ça et l'utiliser, parfois même à des fins de formation, pour stimuler un petit peu la connaissance. Et à la fois, notre rôle à nous, c'est de resituer aussi tout ce qu'ils peuvent voir et apprendre sur les réseaux sociaux dans leur propre contexte et essayer de les faire réfléchir en fait à comment adapter, les accompagner dans cette adaptation.
Je me situe vraiment dans l'accompagnement en fait des agriculteurs par rapport à ces réseaux sociaux. Il ne faut pas rejeter en bloc ce qui s'y passe, il faut l'intégrer dans notre raisonnement, dans nos conseils et essayer de faire un conseil et d'accompagner les agriculteurs par rapport à la proximité et leurs vraies problématiques. Donc nous, on s'appelle animateur, si je peux répondre à votre question à la base. C'est vraiment, ça définit vraiment notre métier. Donc on n'est pas forcément sachant, on est facilitateur, on essaye de recadrer un petit peu les débats. Évidemment, on a une base technique qui nous permet de mieux savoir ça, mais l'objectif, c'est qu'on soit au service de l'agriculteur, donc que ce soit par les réseaux sociaux, par ce qui s'y passe, mais aussi objectiver par rapport à ce qui est fait, par exemple, dans les fermes XP, qui est un peu plus scientifique, un peu plus cadré, et essayer de tout ça, de les aider à proposer des solutions adaptées à leurs propres problématiques sur le terrain. Merci beaucoup. Loïc, j'aimerais bien que vous réagissiez un petit peu à ce que vous venez d'entendre. Comment vous prenez tout ce débat qui est extrêmement riche? Moi, comment je le vois, c'est assez simple. C'est que je me dis que tous ces outils qui apparaissent quand même depuis assez récemment, ça va sans doute être mon quotidien en tant que futur agriculteur d'ici, je ne sais pas, 10 ans peut-être. Et c'est ça qui est quand même intéressant de voir que tout ça va peut-être m'aider à développer mes pratiques. Ça va peut-être m'aider finalement à être en connexion avec d'autres agriculteurs qui ne sont pas forcément au niveau local. Ça va changer par rapport à la pratique qu'avaient mes grands-parents, qui était quelque chose de très local. Les agriculteurs se connaissaient bien entre eux, mais c'était sur à un seul endroit, une seule région. Alors que là, je vais pouvoir avoir accès à de l'information sur toute la France ou même à l'étranger, de gens qui expérimentent de nouvelles choses, et ça va peut-être pouvoir m'aider dans mon travail au quotidien. Oui. Est-ce que vous pensez que ces outils vont contribuer à rapprocher les agriculteurs ou que ça va vous rapprocher d'autres agriculteurs, justement, puisqu'on parlait de collectifs agricoles? Oui, bien sûr. Déjà, on voit que ça, même par rapport à ce qu'il y avait avant, le fait de que les agriculteurs créent du contenu sur Internet, ça permet déjà de rapprocher le grand public, on va dire, de l'agriculture. Et même à l'intérieur, on va dire, entre agriculteurs, ça facilite beaucoup le dialogue. On est une génération qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, donc forcément, avoir quelque chose d'assez digital, c'est plus facile pour échanger entre les personnes. Je pense que je suis une génération qui a une facilité d'utiliser les nouveaux moyens de communication, donc ça va forcément nous aider à l'avenir. Oui. Vous me parliez du réseau dans le Morbihan, du réseau base de l'agriculteur de conservation, oui. qui sont en réseau justement, réseau social entre eux. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous pensez que ce réseau social a contribué à faire évoluer leur technique ou à évoluer les techniques des uns et des autres? Je ne connais pas extrêmement bien ce réseau-là. Je sais qu'il est un petit peu étalé quand même sur toute la France. Mais indéniablement, c'est sûr que s'il y a un agriculteur, on le voit bien sur ce réseau-là, j'ai vu quelques conversations, c'est qu'un agriculteur qui va essayer, par exemple, un nouveau type de couvert végétal sur une de ses parcelles va pouvoir transmettre les résultats aux autres en montrant, voilà, j'ai semé avec telle technique, j'ai fait tel couvert, telle densité, et puis on voit qu'il est assez joli. Donc finalement, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se dire, finalement, moi aussi ça m'intéresse là, j'avais pas essayé ce couvert-là, je vais pouvoir le faire. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à mutualiser la connaissance, et puis chacun peut ensuite essayer de son côté et apporter son petit lot d'innovation à chaque fois, quoi. D'accord, merci beaucoup. Alors, Patrice Flichy, peut-être votre mot de conclusion. Donc, vous voyez là aussi des choses extrêmement riches et variées et diverses. Absolument. Alors, conclusion, c'est peut-être beaucoup dire, mais deux interrogations, finalement, en comparant un peu ce qui se passe à l'extérieur du monde agricole. D'abord, effectivement, la modification probablement de la place des conseillers agricoles. C'est-à-dire, si je comprends bien, il y a quand même beaucoup d'échanges d'informations que les agriculteurs peuvent construire entre eux. On a vu différentes formes. Alors, dans un premier temps, on peut se dire c'est la fin des conseillers agricoles. Ils vont se trouver au chômage. Hein. Et puis, je crois que c'était intéressant dans le débat, on s'aperçoit que finalement, c'est moins antagoniste qu'on peut le penser. Je crois que Vincent a bien dit en disant quand je fais une vidéo d'un expert, finalement, il est réticent parce qu'il a l'impression que je capte son savoir, mais en fait, finalement, je lui crée une sorte de réseau de relations, parce que finalement, les gens vont regarder cette vidéo et ensuite vont l'appeler en disant voilà, sur tel ou tel point, on aurait besoin de votre compétence. Deuxième remarque, c'est sur la question de l'entrée dans la profession agricole.
Si j'ai bien compris, mais vous me direz si je me trompe, la profession agricole, comme beaucoup de professions, a une entrée relativement cadrée, il faut avoir des diplômes, hein, mais en même temps, il y a des petites opportunités d'y rentrer sans diplôme, et j'ai l'impression que c'est notamment le cas dans le maraîchage. Alors, est-ce qu'il va, avec l'aide de ces réseaux sociaux, se développer, ce qui s'est développé dans certaines professions fermées, hein, j'évoquais le cas des taxis tout à l'heure, hein, finalement, est-ce que toute une série de nouveaux entrants vont s'installer grâce aux réseaux sociaux, grâce d'une part aux compétences qu'ils auront pu acquérir sur le net, et puis grâce à des plateformes qu'ils vont monter? Voilà une deuxième question que je me pose. Ah ben, très intéressant, merci beaucoup Monsieur Flichy, et peut-être que vos interrogations trouveront écho avec les questions qui vont arriver maintenant par l'intermédiaire de Swazig qui doit nous rejoindre d'ici quelques secondes. Voilà, parfait. Alors Swazig, est-ce qu'il y a des réactions, des questions? Est-ce que les internautes souhaitent intervenir dans ce débat un peu rapide pendant la table ronde, sûrement un peu frustrante d'ailleurs, puisqu'on n'a pas eu le temps peut-être de tout aborder. Mais voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors oui, de nombreuses questions sur le chat. D'ailleurs, je m'excuse par avance pour celles que je ne vais pas relayer et j'inviterai du coup nos intervenants à répondre en direct sur le chat après la table ronde. Donc, je vais faire une sélection. D'abord, une question de Louis Régnier qui pose une question sur les relations entre les acteurs qu'on a vus aujourd'hui, donc notamment comment maraîchage sol vivant, vers de terre production et pour une agriculture du vivant se positionne par rapport aux acteurs traditionnels de la formation et du conseil en agriculture. Et si on peut élargir la question, peut-être comment est-ce que ces nouvelles plateformes changent les relations et les rôles entre les différents acteurs du conseil agricole? Mais Donc la question vous a été adressée directement, Vincent. Oui, je la prends. Donc, c'est vrai qu'on en a déjà bien parlé en disant que alors il y a une évolution dans la façon dont on va se former, dont on va s'informer, dont on va créer des groupes, mais il y a toujours ce besoin de réseaux de terrain, et je pense que des réseaux indépendants comme le CETA sont des réseaux extrêmement intéressants, puissants, qui permettent réellement de faire du travail de fond localement et qui se sont déjà positionnés depuis longtemps sur une dimension d'animation de territoire, de facilitateur, d'être observateur, enfin tout ce que Anne a déjà très bien précisé. Et donc, ça va peut-être. Par contre, la nouvelle dimension, c'est dire attention, il y a quand même au niveau technique, au niveau agronomique, il y a un décalage aujourd'hui entre les pratiques actuelles dans la ferme France et ce qui serait attendu pour pouvoir répondre à tous les défis climatiques, les défis du stockage du carbone, de la lutte contre la désertification, de retrouver de la marge, retrouver du revenu pour les agriculteurs qui ne se payent pas, de retrouver du temps de travail, parce qu'aujourd'hui les agriculteurs n'ont pas envie de travailler tous les week-ends et du matin au soir sans vacances. Donc voilà, il y a tous ces défis-là qu'il faut relever, et l'agroécologie y répond pleinement. Et donc le défi qui nous attend, c'est comment tout le monde de l'accompagnement et de la formation agricole prend ce virage de l'agroécologie qui me semble tout à fait indispensable pour l'avenir. Wazig, une autre question. Oui, alors ça, c'était peut-être donc plutôt une autre question sur le foisonnement d'informations et le foisonnement d'opportunités d'échange entre agriculteurs qu'on a vu donc au travers de vos différents réseaux. Donc, on a eu plusieurs questions sur le chat qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire comment est-ce que les agriculteurs opèrent leur choix, font le choix entre ces différents réseaux et plateformes qu'ils choisissent de rejoindre, et d'autre part, comment est-ce qu'ils font le tri parmi toutes ces informations. Alors, ça s'adresse à qui? Loïc, tiens d'abord Loïc, comment on va choisir entre toutes ces plateformes, tous ces outils, tous ces services qui sont proposés? Est-ce qu'il faut choisir d'ailleurs? Je ne sais pas s'il faut vraiment choisir, parce que tous apportent, chacun, on va dire, apporte on va dire son information, la petite chose qui fera la différence. Mais après, moi, quand je cherchais des vidéos, par exemple, c'était quelque chose qui était assez interactif et qui était facile à appréhender.
Mais c'est vrai qu'après, non, j'ai pas vraiment de choix parmi les réseaux, quoi. Je prends quand il y a une information qui m'intéresse, j'hésite pas à aller la voir et voilà, quoi. Peut-être Anne, c'est vous qui pouvez peut-être le mieux répondre à cette question, puisque finalement vous n'êtes pas porteur d'une innovation technologique, mais par contre vous analysez au sein du CETA les différents outils. Donc comment s'effectue le choix finalement? Oui, alors honnêtement, le choix au niveau des agriculteurs, donc nous on a ce petit groupe qui étudie un petit peu tous les outils. Après, concrètement sur le terrain, les agriculteurs ils sont chacun sensibles à leurs propres objectifs par rapport à l'outil qu'ils choisissent. Donc je ne saurais pas vous dire globalement ils choisissent plutôt ce genre d'outil plutôt que celui-ci. Après, il y a quand même une notion de facilitation dans leur travail quotidien. Ils ont déjà une charge de travail importante. Donc dès que c'est des outils qui sont faciles à prendre en main, rapides, qui ne sont pas complexes et qui en plus facilitent leur travail au quotidien, je pense que ces outils-là ont vraiment un plus à apporter aux agriculteurs. D'où l'exemple d'ailleurs des groupes WhatsApp que vous nous avez montré tout à l'heure. C'est aussi ça, c'est-à-dire que ce n'est pas un outil qui est très complexe, ça ne permet pas des choses exceptionnelles, mais c'est facile à utiliser pour dire combler comment il va, quoi. Oui, c'est ça. Après, il y a peut-être une catégorie d'agriculteurs qui est à la recherche de beaucoup plus que ça, les agriculteurs qui sont déjà connectés ou on va dire ceux qui sont sur Farmer peut-être déjà à l'heure actuelle ou connectés beaucoup plus. Il y a une frange, je pense, de ces agriculteurs qui sont à la recherche de quelque chose de peut-être plus complexe, plus abouti et différent d'une partie des autres agriculteurs. Vas-y. Oui, une autre question, alors plutôt dans ce cas pour Vers de Terre Production, sur des précisions plutôt sur la façon dont fonctionne votre plateforme. Alors à la fois des questions sur qui sont les intervenants, de quelle profession viennent-ils? Est-ce que ce sont des agriculteurs expérimentés, des agronomes, des ingénieurs? Et puis également des questions sur un peu le service après-vente qui sont offerts par ces vidéos, c'est-à-dire quand les observateurs, en gros, posent des questions à partir de ces vidéos, qui est-ce qui leur répond? Est-ce que c'est vous qui organisez la modération et la réponse à ces échanges ou est-ce que c'est la communauté qui se répond entre elles? Alors, sur la diversité d'intervenants, le plus simple, c'est quand même d'aller directement sur la chaîne YouTube et de voir et de se rendre compte qu'il y a une vraie diversité. Il y a des agriculteurs, des témoignages d'agriculteurs, il y a des formations qui sont faites par des agronomes, il y a des interventions et des conférences d'experts sur tous les sujets qui touchent à l'agroécologie. Donc, je vous encourage à aller voir ce qui se passe directement sur la chaîne YouTube Vers de Terre Production. Et puis, la deuxième question, j'ai un trou de mémoire. Vas-y. C'est sur les réponses qui sont faites aux questions qui sont posées suite aux vidéos. Oui, la modération, pardon. Donc sur la modération, la chaîne YouTube, une chaîne YouTube ne permet pas une modération par la communauté. Donc c'est nous qui faisons de la modération et qui renvoyons des réponses. Donc on a quand même toujours un œil dessus. Mais pour répondre aux questions, les gens nous font plutôt des questions directement via le formulaire contact de Maraîchage Soliant, de Vers de Terre Production, nous appellent et on essaye de répondre. C'est vrai qu'on fait beaucoup de réponses via la boîte mail tout simplement. Et on classique, quasiment classique. Quasiment classique. Vas-y. Alors, une question de Dominique également, qui vous propose du coup une réflexion collective sur la façon dont les différents réseaux et plateformes pourraient collaborer pour augmenter leurs apports réciproques. En gros, comment mieux travailler entre vous, entre plateformes, entre réseaux. Baptiste. Oui. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que c'est une super idée. Aujourd'hui, c'est notre volonté avec Farmer, justement, de réussir à digitaliser tout ça. Et quand j'entends Anne parler de ces activités, ouais, moi, ça m'intéresse. Moi, je pense qu'on a tout à fait intérêt à travailler ensemble et à ce qu'un agriculteur qui fait partie de votre CETA puisse le dire sur Farmer et autrement avec Vers de Terre Production. C'est des vidéos qui sont pour nous du contenu hyper intéressant et qui a complètement vocation à être diffusé sur la plateforme. Mais effectivement, tout ça doit réussir à s'imbriquer correctement. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde essaye un peu de chercher sa place. On remarque que de toute façon, les agriculteurs ont en quelque sorte envahi les réseaux sociaux ces dernières années pour trouver des réponses à leurs problématiques.
Maintenant, c'est notre rôle de leur expliquer comment utiliser les réseaux et comment les utiliser de la meilleure façon pour que ça leur serve, quoi. Ou peut-être les autres, Vincent, vous voulez peut-être rajouter, ou Anne? Sur le partenariat, mais je vais laisser Anne après parler, c'est vrai qu'il y a un gros chantier à faire. Quels sont les outils qui sont communs, qui peuvent être co-construits, parce que ça coûte quand même de l'argent à développer des outils informatiques puissants, performants. C'est un travail de co-construction. Puis après, le vivant, les règles du vivant sont les mêmes aussi pour les outils informatiques. Il faut une diversité d'outils, il faut que ce soit redondant, et il y a forcément une forme d'abondance d'outils qui vont être créés et qui seront créés avec une partie qui va être perdue parce que ça va s'élaguer petit à petit, quoi. Mais voilà, c'est aussi les règles du vivant qui s'opèrent dans les lois de l'informatique. Anne? Ouais, du coup, pour rebondir à ça, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup d'outils qui foisonnent un peu partout et on est nous-mêmes, nous, CETA, pas mal sollicités par beaucoup d'outils. Après, on a pour l'instant choisi d'essayer de développer avec un partenaire qui s'appelle Amiculteur, dont vous parlez tout à l'heure. Mais on voit aussi les limites et on continue à regarder à côté aussi. Donc, les partenariats, on est toujours pour pouvoir les explorer, rencontrer les gens et puis voir un petit peu tout ce qui peut être proposé. Là-dessus, on est très ouvert sur ça. Après, on ne veut pas non plus lancer tous nos agriculteurs sur des choses très différentes. Ils sont déjà abreuvés de beaucoup de choses et beaucoup de publicité, en plus des commerciaux qui passent encore sur leur ferme. Donc, voilà, on essaye d'être prudent aussi sur ça, quoi. Sois-y. Oui, alors peut-être une autre question sur la diversité d'agriculteurs que vous relevez dans vos publics. Selon vous, quel type d'agriculteurs vous rencontrez en général? Et surtout, en parallèle de cette question-là, selon vous, quels sont un peu les exclus de vos réseaux? Quels agriculteurs vous ne parvenez pas à atteindre, par exemple? Anne? Alors, nous, sur le réseau, on va dire classique, dans notre façon de travailler plus pragmatique, il y a forcément une frange d'agriculteurs qu'on touche pas du tout. Il y a des agriculteurs qui ne correspondent pas au profil que nous, on a dans notre organisation, on va dire, le partage, l'échange de données, notamment économiques. Donc, il y a cette partie-là, déjà, dans la formation qu'on ne capte pas, nous, par rapport à notre système, qui est vraiment issu du partage et de mettre les chiffres sur la table. Je crois que c'est Baptiste qui disait ça tout à l'heure, de vérifier en fait la véracité des faits à énoncer. Donc, il y a déjà ça qui peut être un frein pour certains. Et après, il y a par rapport au réseau et au thème d'aujourd'hui, c'est toute la fracture numérique, les gens qui ne sont pas équipés, qui sont un peu réticents, soit parce qu'ils ne connaissent pas, soit parce qu'ils ont peur, soit parce que c'est quelque chose qui ne leur parle pas. Voilà. Après, les nouvelles générations et leurs enfants ont tendance à les bousculer un petit peu. Pour anecdote, je peux vous dire qu'on a fait des classes virtuelles en visio, on va dire, pour remplacer nos formations lors du premier confinement. Et il y a pas mal d'ordinateurs. C'était les enfants qui avaient prêté les ordinateurs pour pouvoir faire les visios et ils étaient là à côté pour configurer l'outil et voilà, via l'outil Zoom notamment. Donc, il y a quand même une fracture encore des agriculteurs qui n'arrivent pas à utiliser ou qui ne sont pas équipés, en fait. Donc, déjà là, on a un frein. Voilà pour Baptiste? Oui, alors pour notre part sur Farmer, on a des agriculteurs de tous les bassins de production et dans tous les types de production. Donc c'est assez global, de la viticulture à l'élevage, mais ça représente les proportions qui existent dans le milieu agricole. Donc on a principalement de la grande culture et de l'élevage, et ensuite des productions spécialisées après. Des productions spécialisées, tout à fait. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est véritablement, comme le disait Anne, dans l'éducation et la compréhension de ces réseaux envers les agriculteurs. Et donc, forcément, nous, typiquement, aujourd'hui, on communique pour faire venir des agriculteurs sur la plateforme, on communique uniquement aux agriculteurs qui sont déjà connectés. On ne peut pas avoir tous les chantiers en même temps, tous les agriculteurs qui ne sont pas connectés, malheureusement. Aujourd'hui, notre priorité, on doit choisir un angle, en tout cas, pour aller pour leur proposer notre solution, parce que effectivement, il y a cette limite numérique, mais qui très rapidement, on le remarque aussi, est en train d'évoluer positivement. Vincent, je suppose que dans maraîchage dans le vivant, il s'agit surtout de maraîcher, mais dans vers de terre production, est-ce que vous arrivez à atteindre votre objectif qui était d'élargir à l'ensemble des productions agricoles?
Enfin, dans le maraîchage sol vivant, on touche quand même beaucoup plus les porteurs de projets que les maraîchers installés qui ont un modèle économique qui fonctionne relativement bien et qui pourraient changer de pratique pour avoir des pratiques plus durables, mais qui vont avoir des difficultés à le faire parce que ça fait beaucoup de remises en question, beaucoup de choix de matériel à reprendre. Et c'est un peu la même chose pour toutes les autres filières. Et en fait, on voit qu'il y a des filières qui bougent beaucoup plus que d'autres, notamment la vigne. La vigne, aujourd'hui, il y a un vrai phénomène de désertification du vignoble français, mais aussi des moyens pour y répondre, parce que c'est quand même une filière qui n'est pas complètement souffrante aujourd'hui d'un point de vue économique, et qui se tourne massivement vers l'agroécologie. Et on voit aussi dans le paysage des éleveurs ou des céréaliers, surtout des fermes qui sont les plus en difficulté et qui ont le choix entre soit tout arrêter, mettre la clé sous la porte, ou changer radicalement leurs pratiques. Et du coup, les fermes qu'on va accompagner via nos formations, l'accompagnement terrain des techniciens qu'on a dans tous les réseaux de l'écosystème de l'agroécologie, sont les fermes les plus difficiles à faire changer, mais ce sont les fermes sont les agriculteurs qui ont plus envie de changer et qui se donnent les moyens de changer, alors qu'un système qui, somme toute, peut encore continuer à fonctionner comme ça quelques années, les agriculteurs n'ont pas envie de faire le choix de changer. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.